bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour cette présentation. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur une mission que j'effectue chez Enedis depuis maintenant presque 4 ans, sur ce que dit le titre, c'est-à-dire comment on a, sur cette infrastructure, essayé d'utiliser Ansible et comment on est vite arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire avec pour orchestrer un grand nombre de firewalls. On va vous expliquer tout ça après. Je me présente rapidement, je m'appelle donc Lucas Galton. Initialement, je suis développeur. Très rapidement, dans mes jobs, je me suis mis à faire un petit peu de tout. Et donc, alors, on a dit le DevOps, c'est pas un boulot, mais je me suis mis à faire de l'infrastructure, du système. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à travailler chez Enedis. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui mon chef chez Enedis, Henri Sourdet, qui va se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Lucas me présenter, je m'appelle Henri Sourdet. J'ai 15 ans d'expérience, ça fait 10 ans que je travaille chez Enedis et effectivement, je suis aujourd'hui pilote opérationnel d'équipe, de petites équipes techniques, mais je suis ingé système à la base. Je fais un peu d'OpenStack, je travaille sur des solutions d'infra, d'automatisation globalement. Voilà. Je vous présente très rapidement Enedis. Enedis, c'est le gestionnaire du réseau électrique français. Le réseau électrique français, c'est le plus grand d'Europe. Et les missions d'Enedis, c'est de piloter, superviser et moderniser le réseau électrique pour garantir une alimentation électrique de qualité à tous. Face aux enjeux de transition écologique, Enedis aussi fait face à des nouveaux défis comme favoriser le raccordement aux énergies renouvelables, accélérer et aider au développement des mobilités propres, et aussi, bien sûr, à aider à maîtriser sa consommation électrique. La DSI d'Enedis, elle accompagne dans ces défis et elle pilote, elle garantit la performance du système d'information. Elle aussi innove et apporte de nouveaux services aux utilisateurs. Et elle, dans son dernier rôle, elle assure la cybersécurité pour protéger un service critique. Avec Lucas, on travaille justement sur ces problématiques d'infrastructure et d'innovation autour de l'automatisation. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec OpenStack. OpenStack, c'est arrivé en 2015 chez Enedis. OpenStack, c'est un ensemble de logiciels open source qui permettent d'obtenir des fonctions de cloud computing au sein d'un data center, par exemple on-premise. C'est arrivé en 2015 donc chez Enedis, à une époque en fait, où le SI était très peu automatisé. Et les workflows, les services d'infrastructure étaient soumis à des workflows manuels. Il y avait beaucoup de phases d'approbation, donc avec tous les inconvénients que ça peut représenter, des délais, des erreurs, de la frustration chez les utilisateurs. Donc il était vraiment nécessaire d'amener OpenStack et d'innover. OpenStack, ça nous a permis de donner des fonctions d'infra self-service, donc réduire les délais, permettre aux applications et aux développeurs d'innover, d'aller un peu plus vite dans leur boulot de tous les jours. Ça amène de l'automatisation forcément, donc des API pour consommer de l'infrastructure, et aussi de la scalabilité, donc répondre aux pics de charge et réduire la voilure quand c'est nécessaire pour faire des économies. Donc globalement, si on pourrait résumer en une phrase, c'est aligner les services d'infra sur les besoins des développeurs des applications métiers. Chez Enedis, OpenStack, ça représente 6 plateformes aujourd'hui, c'est 10 000 corps et environ 6 000 VM. Avec Lucas, on travaille sur une de ces plateformes qui est un peu particulière, qui héberge des services critiques. Et à ce titre-là, on évolue dans un contexte très sécurisé, que je vais décrire maintenant. On est confronté à différentes marques de firewall. On peut citer Forti, Palo, Checkpoint, c'est à titre indicatif, on ne peut pas citer toutes nos marques. On est aussi dans un environnement avec les acteurs traditionnels de l'infra-service, du CI/CD, donc sans les citer ou en les citant, Bitbucket, Jenkins, HashiCorp, la suite, les services d'infrastructure, les fournisseurs d'infra, un peu plus traditionnels, Cisco, Red Hat. On fait un peu de stockage distribué avec Ceph. Je l'ai indiqué, je suis allé un tout petit peu vite sur OpenStack et puis je reviens en arrière, c'est important, c'est qu'en 2015, commander une VM chez Enedis, c'était 3 semaines à 1 mois de délai.
Donc pour faire de l'automatisation et du développement, c'était très compliqué et très frustrant. Et en amenant OpenStack, on est passé à 3 minutes pour obtenir une VM chez Enedis désormais. Le problème, c'est que dans ce contexte très sécurisé, chaque environnement doit être isolé derrière un firewall. Donc là, on a schématisé donc, différents environnements projets qui sont chacun, vous le voyez, derrière un firewall. Et lorsqu'un projet veut dialoguer avec un autre projet, donc là, dans ce cas-là, B vers C, il doit d'abord ouvrir des flux sur le firewall, son firewall et faire ouvrir des flux sur le firewall de l'environnement partenaire. Donc ça a multiplié derrière le nombre de flux par le nombre de VM, par le nombre de ports. Et chez Enedis, avant de vous présenter notre solution, les ouvertures de flux se faisaient par des demandes traditionnelles avec des fichiers Excel et ça prenait 2 à 3 semaines de délai. Donc une fois que vous avez fait le boulot, vous soufflez un grand coup et puis les développeurs font une nouvelle release, ils ajoutent des VM et vous repartez de plus belle, vous refaites le même effort, vous reconsommez du temps, vous êtes à nouveau frustré. Ici, on a représenté le même schéma et on a ajouté une couche de complexité avec la DMZ. Là où, quand un projet veut dialoguer avec un partenaire, c'est plus 2 firewalls qui traversent, mais c'est le sien plus le DMZ back, le DMZ front, et il doit aussi maintenir son infra en DMZ. Ah oui, on termine là-dessus. C'est un peu le cauchemar, ou l'ancien cauchemar chez Enedis, c'est le formulaire d'ouverture de flux. Donc ça vous donne une idée de ce qu'était le processus avant. Et maintenant, je vais passer la parole à Lucas, qui va vous expliquer la solution qui a été imaginée pour quitter cet ancien monde. Je vois que ça fait réagir, c'est bien. Quand je suis arrivé chez Enedis, au départ, c'était pas pour bosser là-dessus. J'avais une expertise sur Kubernetes avant. Je suis arrivé pour bosser là-dessus, dans ce projet-là. Et puis, quand j'ai commencé, on m'a rapidement dit finalement, c'est pas la priorité. Nous, on veut surtout faire de l'OpenStack, donc on va arrêter le POC sur lequel tu es en train de travailler. Je me suis retrouvé sans boulot, du coup. Et je me suis dit, je vais quand même pas me laisser faire, je vais m'inventer un nouveau travail chez Enedis. J'ai commencé à regarder les problèmes qu'il y avait, et puis il y avait justement ce problème-là, celui des ouvertures de flux. Quand Enedis a pensé à ce design de zone avec ces firewalls qui sont des firewalls physiques, je le rappelle, ce n'est pas des firewalls du cloud OpenStack, et le problème qui s'est présenté immédiatement, c'est OK, mais comment on les pilote, ces firewalls physiques, sachant qu'en plus, il y a de différents constructeurs, etc. Donc, on a commencé à réfléchir justement aux possibilités qu'il y avait de les piloter, ces firewalls. La première solution qu'on a commencé à envisager, c'est d'utiliser Cisco ACI. Pour ceux qui ne connaissent pas ACI, c'est un Software Defined Network. C'est déjà une solution qu'on utilise chez nous. C'est des choses qui se mettent en place sur les switches, on va dire haut de gamme de data center chez Cisco. Cette solution-là, elle permet justement d'aller récupérer des informations sur différents types de cloud, genre du VMware, du Kubernetes et de l'OpenStack. Et elle permet aussi d'aller piloter éventuellement des firewalls qui ne sont pas du Cisco. Donc ça paraissait potentiellement être une bonne solution, sauf qu'il se trouve que l'intégration de ce système avec OpenStack était très très mauvaise. On a eu des très gros problèmes de fiabilité, donc on a rapidement dû penser à d'autres solutions. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir une intégration directement des firewalls avec OpenStack? OpenStack aussi propose des modules qui permettent de piloter des firewalls physiques, mais en fait, ils permettent de faire ça pour les réseaux qui sont internes à OpenStack. Nous, on a cette particularité que justement, notre but, c'est de faire sortir les réseaux d'OpenStack et d'avoir ces firewalls physiques qui sont hors d'OpenStack et qui ne sont pas dans les réseaux définis par les projets dans OpenStack. Donc, la possibilité d'OpenStack, en fait, n'en était pas une pour ce problème-là. On a commencé à comprendre que du coup, on allait devoir développer nous-mêmes une solution. Et la première possibilité envisagée sur un développement maison, ça a été de se dire on va faire un composant nous-mêmes pour OpenStack qui va aller appeler les API d'OpenStack et faire le nécessaire au niveau des firewalls. Ça, malheureusement, on s'est heurté à 2 gros murs. Le premier, c'est nos équipes de cybersécurité qui nous ont dit non, on ne va pas rajouter des trucs dans OpenStack. Et surtout, le deuxième, c'est que nous, les OpenStack qu'on déploie, c'est des OpenStack qui sont supportés par Red Hat. Et chez Red Hat, ils nous ont dit, si vous voulez continuer à avoir du support, vous ne modifiez pas OpenStack. Donc, on n'a pas modifié OpenStack.
Et on en arrive à ce qui est un petit peu le sujet de la conf, où on s'est dit, ok, si on doit faire du code nous-mêmes, pourquoi ne pas le faire en Ansible, puisque c'est déjà ce qu'on utilise pour déployer énormément de choses chez nous. Et on va voir tout de suite pourquoi pas. Les premières raisons, les premiers obstacles auxquels on s'est retrouvé confronté avec Ansible, c'est la complexité du problème. On l'a dit, il y a plusieurs types de firewall différents. Le but, c'est quand même d'essayer de fournir à nos utilisateurs une interface unique pour commander ces différents types de firewall. Donc c'était le premier problème de complexité. Il faut manipuler des quantités de données importantes qui proviennent d'OpenStack. Henri a parlé des chiffres rapidement. On a 6000 VM, on a vraiment énormément de données à récupérer en termes d'adresses. Des manipulations compliquées pour aller ensuite faire rentrer ça dans le modèle potentiel des firewalls. On a un problème de performance. Au total, là, sur ce cloud, on écrit 55 000 règles environ sur les différents firewalls qu'on a. On reviendra sur ce chiffre après, on expliquera comment on arrive à ça. Ces 55 000 règles, il faut voir que, naïvement, si on prend un module Ansible pour écrire sur les firewalls, il met presque 1 seconde pour écrire une règle, ou pour juste la lire, vérifier qu'elle est déjà bien là, sur le firewall. Donc si on fait un calcul, encore une fois très naïf, on arriverait à 425 minutes pour mettre à jour l'ensemble des firewalls de la zone, ce qui n'est pas envisageable. Vous allez me dire tout de suite, c'est une exagération, puisque évidemment on pourrait essayer de paralléliser ça. Si on prend notre plus gros firewall, on a déjà 3000 règles dessus, et ça, la manière dont les modules Ansible sont faits pour Fortinet par exemple, ne permet absolument pas de paralléliser le déploiement de ces 3000 règles. Donc ça fait déjà environ 40 minutes rien que pour mettre à jour ce firewall qui est certes le plus gros, mais qui devrait être mis à jour. Ensuite, on va continuer à empiler les problèmes rencontrés avec un problème de gestion des droits. C'est pas pour rien qu'on a autant de firewalls dans la zone. C'est pour une raison bien spécifique, c'est qu'on a des populations différentes et notre but, c'est de segmenter les droits. On a eu pas mal de sujets aujourd'hui sur la segmentation des droits. Ici, c'est la même chose. On a des populations différentes capables d'administrer chacun des firewalls. Si on rajoute une couche supplémentaire là-dessus, ce n'est pas pour retirer cette segmentation, c'est pour continuer à respecter cette segmentation. Et donc, là encore, on rajoute de la complexité au potentiel code Ansible pour faire tout ça. Et maintenant, on va s'attaquer au problème principal qu'on aurait eu si on avait utilisé Ansible. C'est un problème de réactivité. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'entends par là. On va prendre un cas très simple. On a deux projets, un projet serveur, un projet client. De manière évidente, le client souhaite contacter les serveurs. Et donc, comme on vous l'a expliqué avant, on a des firewalls devant chacune des zones. Il faut donc avoir des règles présentes sur les deux firewalls. Ici, les règles sont déjà là, c'est formidable. Imaginons maintenant que sur le projet serveur, ils veulent faire un déploiement. Le but de ce déploiement, c'est de mettre à jour le système d'exploitation de la machine qui est en 10.0.0.38. Pour faire ça, on va supprimer la machine et la remplacer par une nouvelle machine avec la nouvelle image, la bonne image de la VM avec la bonne version. Donc évidemment, au moment de faire ce déploiement, on imagine que l'utilisateur a un playbook Ansible qui est capable de faire ça, qui est capable d'aller supprimer la règle qui est présente sur son firewall. On voit qu'il y a un problème qui est la règle qui est présente sur l'autre firewall. On a déjà parlé du problème de segmentation des droits. On voit qu'il va falloir mettre à jour cette règle sur l'autre firewall et que ça nécessite que potentiellement l'utilisateur qui est en train de déployer pour le projet serveur, qui n'est censé avoir des droits que sur le projet serveur, va devoir avoir des droits sur le firewall client. Mais surtout, ça pose ce problème donc de réactivité, qui est que si on continue la cinématique et qu'on voit que le déploiement a été effectué, la machine a été remplacée, on doit réécrire la règle, et il va falloir écrire la règle sur le firewall client. Si on reprend les chiffres de performance dont j'ai parlé précédemment, on voit qu'on va avoir un problème qui est qu'au moment où on va finir la mise à jour de ce déploiement, la règle n'est pas présente sur le firewall client parce qu'il aurait fallu pour ça qu'on ait réussi à mettre à jour l'ensemble des firewalls de la zone pour que potentiellement celui qui est concerné soit aussi mis à jour.
Si on considère qu'il faut environ 30-40 minutes pour mettre à jour tout ça, que la VM met à peu près 3 minutes à être créée, on voit bien que pendant un temps très long, on va se retrouver avec une VM qui est présente et pas les règles nécessaires sur les firewalls pour que le client puisse contacter ce serveur en particulier. Une fois qu'on a vu tous ces problèmes, ça nous a pris un peu de temps de voir tout ce à quoi on allait être confronté. Il a fallu faire un choix. Il y avait donc ce choix qui était celui plutôt évident au départ de choisir de l'Ansible. Et puis, il y avait la possibilité de partir sur un truc maison. Moi, j'ai poussé justement pour qu'on parte sur un truc maison parce que je les voyais, ces problèmes. Cet outil qu'on a créé, il s'appelle Fougass. On va en parler maintenant. Ouais, c'est un très joli nom. Et c'est un outil qui a été développé en Golang. On va s'intéresser maintenant un petit peu à l'architecture de ce produit. Ah, et d'abord, avant ça... Ouais. Ah oui, non, pardon, tu veux que je garde la passe manette si tu veux. Mais donc, il fallait convaincre le management de s'embarquer sur une solution maison. Et donc, on a retenu la solution de partir sur un MVP avec les 3 points clés suivants. Donc, les règles de code as code, donc stockées dans Git. Ensuite, la validation en 2 étapes, donc pouvoir suivre un peu le process de l'entreprise avec une validation sécu. Et la deuxième validation, c'est pouvoir permettre au projet de choisir le moment où la nouvelle règle ou la nouvelle version de flux est déployée, donc pour se synchroniser lors des déploiements applicatifs, et la réactivité des règles, comme Lucas vient d'en parler. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a créé ? La première chose, ça a été de définir une sorte de DSL. Ceux qui font du Terraform vont reconnaître un petit peu la syntaxe HCL. On s'est basé là-dessus parce que justement, on a énormément de projets qui déploient en Terraform sur OpenStack. Donc, on a défini un format pour déclarer des règles. Vous allez écrire les ports que vous souhaitez ouvrir. Vous allez surtout, le plus important, décrire les groupes sources et les groupes destination qui sont concernés par la règle. Ça, pour ceux qui font de l'OpenStack ou de l'AWS ou ce que vous voulez, vous connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle les security groups. C'est justement les groupes qui permettent normalement de regrouper des machines qui ont les mêmes fonctionnalités et de leur appliquer des règles de firewall à l'intérieur du cloud. Nous, notre but, c'était de réutiliser ces groupes logiques de machines pour aussi écrire les règles qui allaient être posées sur les firewalls physiques. Il y a aussi tout un bloc description, c'est pour les développeurs qui aiment bien écrire de la doc, tout le monde normalement, et pour la sécurité, parce qu'effectivement, les équipes de sécurité doivent valider au préalable les règles avant qu'elles soient disponibles pour les utilisateurs. Donc comment ça marche justement cette cinématique ? On a gardé le fonctionnement classique d'un déploiement applicatif, c'est-à-dire que les projets, les utilisateurs vont écrire leur code, le pousser, chez nous c'est Bitbucket, mais dans un repo Git, et ils vont faire une pull request. Cette pull request, justement, là où c'est intéressant, c'est qu'on a réussi à convaincre des équipes de sécurité qui ne sont pas forcément des gens qui font du code tous les jours, de valider directement des pull requests avec des règles de sécurité écrites sous cette forme. Une fois la règle validée, on va builder tout simplement avec un Jenkins un package qui contient l'ensemble des règles disponibles pour ce projet. Ce package, il est poussé sur un repo, chez nous c'est Artifactory, et à partir de ce moment-là, il est disponible pour Fougass. Je dis bien disponible. On revient sur la notion de validation en 2 étapes. Il est disponible dans Fougass, ça ne veut pas dire que les règles sont appliquées sur les firewalls. À partir de ce moment-là, justement, le projet va pouvoir synchroniser le déploiement de ces règles avec son déploiement applicatif, soit en le faisant manuellement, soit en l'intégrant à ses pipelines de déploiement. Donc on fait appel à l'API Fougass pour dire cette règle, cette version de règle, je veux la déployer sur les firewalls, Fougass la déploie. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'architecture du logiciel, parce que je suis quand même un développeur au départ, donc moi j'adore ça. Comment ça fonctionne ? Au cœur de l'application, on a un truc qui s'appelle les Logical Firewalls, c'est des entités logiques qui vont justement représenter les firewalls qu'on a en bordure de chaque zone. Derrière ces Logical Firewalls, on peut avoir plusieurs firewalls physiques. Un Logical Firewall, sa source principale de données, c'est des providers d'adresses. Là, ici, on a représenté un provider OpenStack, donc c'est
un module qui va aller chercher sur les API OpenStack les adresses qui sont associées à des security groups. On peut avoir tout un tas de providers associés à un seul logical firewall, donc par exemple pour plusieurs OpenStack, parce qu'on a plusieurs OpenStack déployés dans nos zones. On a aussi un provider dit statique qui nous permet de définir statiquement toutes les règles, toutes les adresses de machines qui sont en dehors de notre cloud, tous nos partenaires externes pour lesquels on ne peut pas récupérer ces adresses via API. Ensuite, au centre de l'application, il y a un Key Value Store. Ça, c'est un point intéressant parce que le but de cette application, on l'a vu au départ, c'était quand même de réussir à convaincre tout le monde d'aller là-dessus. Et donc, on a souhaité la garder la plus simple possible. On ne voulait pas avoir une base de données externe à déployer. On voulait que le déploiement soit le plus simple possible, qu'on puisse convaincre rapidement nos équipes que oui, c'était une bonne solution de partir là-dessus. Donc, on a intégré un Key Value Store à l'intérieur de l'application. Et c'est le seul état que conserve l'application. L'application, elle est quasiment entièrement stateless. Il y a juste ces quelques informations contenues qui sont la version des règles qu'on veut déployer pour un firewall. Le Logical Firewall, il va lire cette information, voir que pour le firewall numéro 1, il doit déployer la version 2.0.3. Et donc, il va aller récupérer sur le repo de package cette version-là des règles. Donc, il lit la règle, et ensuite, il va justement corréler les informations de cette règle avec les informations qui proviennent du provider. Donc là, si on imagine par exemple qu'on a un groupe client qui contient l'IP 10.0.0.1, un groupe serveur qui contient l'IP 10.2.2.34, et bien à partir de ça, il va pouvoir déduire une règle effective qu'il doit déployer sur les firewalls. Voilà cette règle effective. Et donc, cette règle, elle va passer à un autre composant qui est cette fois l'adaptateur de firewall physique. Ça, il y en a de types différents pour chacun des types de firewall qu'on a besoin de commander. Et donc, lui, son rôle, c'est justement d'aller s'assurer que par rapport à cet ensemble de règles effectives qui doivent être présentes sur le firewall, effectivement, ces règles sont dessus. Il fonctionne en commençant par poler le firewall, en allant chercher sur le firewall les règles qui sont présentes. Et ensuite, il va calculer les différences entre ces règles qui sont présentes et les règles effectives qui ont été calculées par le firewall logique. Et à partir de là, il va calculer les différences entre ces deux ensembles et il va appliquer sur le firewall les différences, s'il y en a, si nécessaire. Cette boucle-là, elle est super intéressante parce qu'elle a lieu tout le temps. Elle n'a pas lieu juste quand on est en train de faire un déploiement de règles, elle n'a pas lieu juste quand il y a un changement des adresses IP dans OpenStack, elle a lieu tout le temps. C'est aussi une forme de contrôle de conformité. C'est-à-dire que si les règles sont changées, par exemple, par un opérateur sur le firewall, elles vont être immédiatement réécrites par Fougass avec la bonne version des règles telles qu'elles ont été décrites dans le code. Si on revient un peu en arrière, on a quand même parlé d'une API. Évidemment, il y a une API pour choisir la version des règles qu'on veut déployer. Cette API, elle passe par le Logical Firewall et elle va venir mettre à jour les informations qui sont dans le Key Value Store. Et l'intérêt principal de ce Key Value Store, c'est de nous permettre de faire de la haute disponibilité, puisqu'on a quand même prévu un peu de redondance et on a plusieurs instances de Fougass qui tournent en même temps. Et la synchronisation entre ces instances, elle se fait simplement au niveau de ce Key Value Store. Donc ça nous évite de devoir synchroniser des appels API entre les instances et tout. On a juste à synchroniser ces deux Key Value Store qui sont très très simples. Et comme ça, les différentes instances, elles déploient bien la même chose sur les firewalls. On va passer à une petite démo rapide de l'outil pour que vous puissiez voir ce qu'on a réussi à faire autour de tout ça. Cette démo, elle va reprendre les principes de ce qu'on a évoqué avant. Donc on a un lab numéro 1 dans lequel il y a un serveur qui est dans le groupe Web Servers. On a un lab numéro 2, donc qui est un autre projet OpenStack, sur lequel il y a un client qui est dans un groupe client V1 et dans un groupe All Clients. On a déjà des règles qu'on va voir dans Fougass tout de suite qui permettent d'ouvrir le SSH, le ping entre les deux machines. Et puis, il nous manque quand même une règle qui serait intéressante pour un serveur web.
c'est la règle sur le port 80. Ne me parlez pas de TLS, j'avais pas envie de le faire sur le lab, voilà. Donc on va voir... ah oui, pardon. Et dans un deuxième temps, quand même, on a parlé de réactivité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi déployer un deuxième client dans le lab numéro 2 et voir les mises à jour qui ont lieu sur Fougass et sur les firewalls. Donc passons tout de suite à la démo. Donc je suis sur mon lab numéro 2. Hop. Je vais vous montrer l'existence du serveur, pour commencer. Alors c'est OpenStack, c'est très lent. Voilà. Donc on voit effectivement la présence du Web Client Lab 2. Si on regarde un petit peu plus en détail... pardon, je suis fatigué. Voilà. On va pouvoir voir les groupes de sécurité qui sont associés à ce serveur pour voir que je ne vous mens pas. Il y a effectivement un groupe de sécurité par défaut, plus le groupe Clients V1 et le groupe All Clients. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que justement en développant cette application, on a eu l'occasion de développer une interface graphique autour de l'application. Cette interface graphique, elle est là justement pour aider les utilisateurs à visualiser ce qu'ils ont effectivement déployé. Donc si on regarde, comme je vous l'ai dit, on a déjà une règle pour le ping qui est ouverte, on a déjà une règle pour SSH qui est ouverte. On a, point intéressant, ici, une deuxième règle pour le ping, mais qui concerne un groupe Clients V2 qui, elle, ne fonctionne pas. C'est ce que représentent les petits carrés rouges à gauche, là. Ça permet rapidement aux utilisateurs de visualiser ce qui est bien effectivement déployé, ce qui potentiellement ne fonctionne pas. Là, elle ne fonctionne pas tout simplement parce qu'effectivement, il n'y a pas de machine sur le groupe Lab2 Clients V2. Donc maintenant, ce qu'on va faire... déjà, je vais aller sur la machine, histoire de vous montrer que ça ne marche pas. Donc, si on fait un ping vers notre machine, on va voir que ça passe, effectivement. Si maintenant on fait un curl, ça ne passe pas. Si je retourne sur l'interface, il y a un autre point intéressant qu'on a fait pour nos utilisateurs, c'est la petite partie utilisation là, qui est à droite. Ça permet justement aux utilisateurs d'avoir un petit peu d'aide au debug, puisque c'est des informations qui remontent des firewalls, ils sont capables de voir quand est-ce que les règles elles matchent, ce qui leur permet de dire, oui, effectivement, la règle elle a bien été déployée sur le firewall. Au tout début, ils n'étaient pas forcément très confiants par rapport à cette nouvelle appli qu'on leur fournissait, et donc ils venaient régulièrement nous dire, ah, ça ne marche pas. Souvent, c'est parce qu'ils n'avaient pas ouvert les règles IP tables sur leur serveur. Mais là, ça permet de leur dire, si, sur le firewall, les règles elles sont bien déployées, et vous voyez que ça match. Donc maintenant, on veut avoir cette nouvelle règle pour le port 80. Je vous passe toute l'étape qui consiste à écrire la règle, à la pousser sur Git, à attendre le build et à la rendre disponible dans Fougass, parce que je pense que vous avez tous l'habitude de cette partie-là et ce n'est pas très intéressant. Une fois que cette règle elle va être écrite, elle va être disponible dans Fougass, comme je le disais. Donc on va aller dans cette interface, on va voir les règles qui sont disponibles. Là, si vous vous rappelez, comme je vous l'ai dit, souvent les projets, en tout cas nos projets métiers qui font des déploiements, le déploiement, ils vont l'automatiser dans des pipelines. Mais on a aussi la possibilité de le déployer manuellement via l'interface graphique, et ça sert beaucoup à nos opérateurs réseau qui font du réseau de manière un peu plus classique, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser des interfaces graphiques pour les firewalls. Donc c'est très intéressant pour eux de pouvoir avoir à nouveau une interface graphique pour le déploiement. Donc on va prévisualiser la règle et la déployer. On voit qu'effectivement c'est une règle qui rajoute l'ouverture sur le port 80. Donc déployons ça. Le déploiement a été effectué avec succès. On voit que la règle, cette fois, elle est bien présente ici.
On a bien notre serveur qui est découvert en source, on a bien notre serveur qui est découvert en destination, notre client en source. Et donc si on retourne sur le serveur, refaire notre curl, ça passe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe sur le firewall en lui-même. On va prendre l'exemple du firewall 40 sur lequel on a déployé. Donc ça, c'est les règles qui sont écrites par Fougass sur le firewall. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de firewall, que ce soit Fortinet, Palo Alto. Ils fonctionnent tous sous le même fonctionnement, c'est-à-dire on a des règles et puis ça fait référence à des objets. Donc on a des objets adresses qui servent de source et de destination, et puis on a des objets services qui sont créés. Donc Fougass, il va aller créer tout ça. Il va aller créer les objets services, il va aller créer les objets source et destination, et ensuite il va créer les règles pour utiliser ces objets. Donc si on regarde par exemple source ici, on va retrouver les adresses qui ont été découvertes sur OpenStack qui sont écrites ici. Je vous ai parlé du fait que Fougass vérifiait tout le temps les règles. Si on prend une règle, par exemple, je suis un opérateur qui ne sait pas ce qu'il fait et je décide de supprimer cette règle, donc la règle a disparu du firewall. En fait, Fougass, il continue à regarder ce qui se passe. Donc si je mets à jour, la règle elle est toujours là. Fougass, il la réécrit immédiatement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas couper temporairement, bien sûr, ça l'a coupé. Mais très rapidement, Fougass a réécrit la règle. Pour terminer, on va parler réactivité. Le but, c'est de voir ce qui se passe quand on va créer des serveurs. Donc justement, j'ai créé une petite stack Terraform. Et on va s'en servir pour déployer 2 serveurs sur l'environnement. 9 serveurs, pardon. On va créer 9 serveurs dans les mêmes groupes que précédemment. Pas tout à fait les mêmes groupes, pardon. Dans le groupe All Clients et dans le groupe Clients V2, vous aviez vu qu'il y avait une règle qui utilisait le groupe Clients V2 et qui du coup ne matchait pas. Maintenant, elle va matcher avec ces serveurs qu'on va déployer. Donc oui, je veux déployer tout ça. Ça va être long, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir à quel moment Fougass va récupérer ces groupes-là. Donc on va aller voir le lab numéro 2, et on voit que les serveurs sont déjà en train d'apparaître ici dans Fougass. Donc à partir de ce moment-là, ils vont aussi être mis à jour dans les règles. Si on prend la règle avec le labs clients v2, les serveurs sont bien présents ici. Pourtant, on est encore à une étape où en fait, les serveurs ils sont encore en création. Et je vous passe les détails, mais ça va être très long. Hein. Les serveurs, là, ils vont mettre bien 5 minutes à se créer parce que ce lab, il n'est pas très rapide. Mais donc, on voit bien que la règle, elle est déjà présente bien avant qu'on en ait besoin sur les serveurs. C'est tout pour cette démo. Henri, tu nous parles un peu de ce que tu en penses de tout ça? C'est une formidable réussite technique, mais au-delà, on a 150 projets qui ont adopté la solution, qui ont rédigé près de 4500 règles, non, Lucas? Ah, pardon. Oui, merci. Et créé 2000 security groups sur OpenStack. Donc au-delà de ces chiffres, en fait, c'est pour Enedis l'opportunité de capitaliser en fait, sur cette information. Ça devient un véritable patrimoine qui est exploitable, cette information de flux qui est enregistrée dans le Git pour nous et qui est historisée. Et ça se traduit aussi techniquement d'une autre façon, Lucas? Ouais. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit 55 000 règles. Ici, on vous parle de 4500, vous vous dites peut-être, est-ce qu'ils ont oublié leurs chiffres entre-temps? Non, hein, on a bien 55 000 règles déployées sur les firewalls. Et c'est justement cette différence entre les 4500 règles écrites par les projets et les 55 000 règles déployées qui est intéressante. Elle est due à plusieurs choses. Déjà, Fougass, quand il va analyser une règle qui a été écrite par un projet, potentiellement, cette règle, elle fait référence à plusieurs interfaces qui vont vers plusieurs réseaux. Lui, il va être capable de découper les règles en plusieurs règles, justement, déployées sur les firewalls. Mais surtout, cette différence, elle vient d'autre chose. Quelque chose que vous connaissez tous dans les déploiements que vous faites. C'est que, ici, la manière dont sont écrites les règles fait qu'elles sont réutilisables sur les différents environnements des projets. Là où avant, ils devaient faire des demandes pour chacun de leurs environnements où ils devaient demander l'ouverture entre le client et le serveur sur l'environnement de dev, puis refaire une demande pour leurs différents environnements. Ici, ils n'écrivent la règle qu'une seule fois. Une fois qu'elle est validée par la sécurité, cette règle, elle va pouvoir être déployée
par les projets sur tous leurs environnements jusqu'à la prod. Et c'est pour ça qu'on arrive à 55 000 règles déployées sur les firewalls, c'est parce que ces 4500 règles qu'ils ont réussi à écrire, ils vont les déployer plusieurs fois, à chaque fois qu'ils ont un environnement sur lequel c'est nécessaire. Au total, on a le chiffre qu'on avait au départ, il n'est plus tout à fait exact parce que ce cloud, il est toujours en expansion, on a presque 300 firewalls. Tout ça, c'est géré par une toute petite instance de Fougasse, enfin 2 du coup, si on est exact, puisque c'est en haute disponibilité. Comme vous le voyez, il y a 4 vCPU, il y a 8 Go de RAM, c'est vraiment pas un truc très très gros, et ça vérifie ces 55 000 règles présentes sur les firewalls toutes les 10 secondes environ. Passons à la vraie conclusion. On vous présente cet outil que nous, on trouve génial parce qu'effectivement, ça a changé beaucoup de choses dans notre organisation. Je suis sûr que dans la salle, il y a plein de gens qui ont déjà des trucs équivalents parce qu'ils sont sur des clouds publics, ils ne sont pas confrontés à ces problématiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous vend finalement? Bon, rien, on ne peut pas vous proposer le produit. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est plus le processus de réflexion. J'ai envie de dire que nous tous, en tant que profession, on a besoin, à certains moments, de prendre du recul. Qu'est-ce que j'entends par là? On a tendance, on a appris, et c'est normal, on apprend quand on est débutant, à ne pas réinventer la roue, à s'habituer à toujours utiliser ce qui est déjà disponible, ce qui fonctionne déjà, les outils qui sont disponibles pour tout le monde. Et ici, précisément, on a parlé d'Ansible, on aurait pu parler de Puppet, on aurait pu parler de Terraform, c'est des solutions qu'on a aussi étudiées. Il y avait plein de problèmes avec ces solutions-là aussi. Ces solutions, elles paraissent évidentes, parce qu'effectivement, quand on les regarde au départ, c'est des solutions qui, évidemment, nous rendent très productifs en très peu de temps. On peut écrire quelques lignes d'Ansible, ça nous permet de faire énormément de choses sur énormément de machines, sans avoir presque rien fait. Si on part sur un développement maison, on voit bien que la productivité elle est beaucoup plus compliquée à atteindre. Au départ, ça nous demande beaucoup de temps. Mais je vous ai parlé de tous les obstacles qu'on a analysés. Et effectivement, ces obstacles, au cours du temps, au cours du développement, on va se retrouver à les affronter. Au départ, ça ne va pas forcément avoir un impact énorme, mais quand on commence à rajouter ces différents obstacles, je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble un playbook qui serait capable de prendre en compte tous les éléments dont on a parlé avant. Ce serait une bonne usine à gaz, et effectivement, on se rendrait vite compte qu'on arrive à un stade où le playbook n'est plus maintenable. Non seulement ça, mais surtout, là, on a de la chance, en étant parti sur ce développement maison, non seulement on respecte les exigences de départ, mais en plus, comme vous le voyez, on a réussi à donner des features supplémentaires. L'interface graphique, c'en est une. Il y en a plein dont on n'a pas parlé, mais qui sont spécifiques aux besoins de nos projets, qu'on n'aurait jamais pu intégrer dans un développement qu'on aurait fait en Ansible. Donc, le but pour nous tous, je crois, c'est d'essayer d'identifier ces moments clés où parfois, il y a un choix qui est évident, celui dans lequel on nous a appris qu'il fallait aller. Et si on s'en rend compte suffisamment tôt que potentiellement ce choix il n'est pas bon, potentiellement il nous mène à des obstacles qui vont être très très compliqués à surmonter, et ça peut nous permettre de nous lancer dans quelque chose qu'on nous a dit de ne jamais faire, mais qui est de faire ce développement maison, de pouvoir avoir le plaisir de maintenir une solution qui est très agréable et pour nos utilisateurs et pour nous. Il faut savoir qu'on a fait cette présentation il y a quelques jours à nos managers. On a parlé de tout ça. Et eux-mêmes nous ont dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le ROI. Pour nous, en fait, ils ont hésité très peu de temps et très rapidement, ils se sont rendus compte que pour eux, c'était vraiment une forte valeur ajoutée. Parce que eux, ils payent un infogérant pour déployer chacune des règles qui ont été validées par la sécurité d'habitude. Et maintenant, c'est cet outil-là qui le fait. Donc, le fait d'avoir fait ce choix, le fait d'être allé là-dedans, on aurait pu croire que ça nous aurait coûté énormément, mais en fait, on a commencé à faire ça il y a 2 ans. On est une demi-personne à travailler dessus, puisque moi, je ne travaille même pas à temps plein dessus. Il y a Yvan qui est dans la salle, qui bosse aussi un peu dessus. Mais finalement, ça ne nous a pas demandé énormément de temps. Et dans l'équipe, on a des gens qui bossent sur des playbooks Ansible, qui font juste du déploiement d'un produit, et qui y passent autant de temps. Donc vraiment,
De A à Z, ce choix, il était le bon pour nous, pardon. Et je vous encourage à essayer de reconnaître parfois, dans vos organisations, le moment où peut-être, vous aussi, vous pouvez faire ce choix-là, ce choix qui est très risqué, qui est déraisonnable, mais qui vous permettra potentiellement d'aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez fait avec les choix classiques. Merci à tous pour votre attention. Je prends juste une dernière petite minute pour remercier mon entreprise, Clanic, qui m'a motivé à faire ce talk. C'est la première fois que je parle en public, donc je suis ravi de pouvoir le faire ici. Merci. Merci beaucoup.